souhaite la bienvenue dans cet amphithéâtre IBM. Je vous remercie d'être ici aujourd'hui, dans un contexte qui est forcément particulier pour nous tous. Après la venue de Pascal Boniface la semaine dernière, où il a notamment été question de la situation en Syrie, c'est aujourd'hui l'Iran et les nouvelles perspectives ouvertes par le dernier accord sur le nucléaire que nous allons commenter. Pour nous en parler, le forum a conduit aujourd'hui 3 universitaires. Monsieur Thierry Coville, chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Iran et professeur d'économie à Novantia. Monsieur Mourad Chabi, enseignant à Lyon 3 et chercheur associé à l'IRSEM. Et enfin, monsieur Patrick Louis, que certains ont peut-être croisé dans les couloirs de l'EM Lyon, et qui est aujourd'hui professeur de géopolitique à l'IAE de Lyon. Je vous demande de les accueillir, s'il vous plaît. 12 ans. Cette durée vous évoque certainement la durée d'attente moyenne au Crous de Centrale Lyon. C'est aussi le temps qu'auront duré les pourparlers entre l'Iran et les principales puissances occidentales à propos du programme nucléaire de l'ancienne Perse. 12 ans de négociations ardues, extrêmement techniques, incertaines, avec comme unique but de s'assurer que le programme nucléaire de l'Iran ne lui permette pas de se doter de l'arme atomique. Négociations pendant lesquelles le comportement du gouvernement français fut vivement critiqué, accusé notamment par Thierry Coville, notre invité ce soir, d'avoir joué le rôle du méchant, complètement à contre-emploi. 12 ans jusqu'au 14 juillet 2015, date de signature d'un accord historique, mettant fin à un blocage diplomatique de près de 40 ans. En ce jour historique, les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, accompagnés de l'Allemagne, parvinrent à retrouver un terrain d'entente avec l'Iran pour que celle-ci s'engage enfin à démanteler partiellement son dispositif nucléaire. Le gouvernement d'Hassan Rouhani a accepté de limiter ses stocks d'uranium enrichi, de réduire d'1 tiers le nombre de ses centrifugeuses dans les 10 prochaines années et de permettre aux observateurs internationaux de se rendre sur ces sites militaires. En contrepartie, les États-Unis et l'ONU se sont mis d'accord pour lever progressivement les sanctions internationales supportées par Téhéran depuis sa révolution de 1979, révolution qui a vu l'ayatollah Khomeini renverser le régime du Shah. L'Iran devrait de ce fait pouvoir récupérer près de 150 milliards de dollars gelés à l'étranger, des ressources bien utiles pour relancer une économie bridée par 10 ans d'embargo. Honni, banni, blâmé. Pendant 3 décennies, l'Iran est de nouveau fréquentable, presque irremplaçable. Et pour nos entreprises françaises, voilà les portes de l'Orient qui s'ouvrent à nouveau. Les représentants de nos plus grands groupes industriels ne sont pas laissés prier, puisqu'ils étaient dès septembre plus de 130 à se rendre à Téhéran sous l'égide du MEDEF, afin d'établir les premiers contacts avec le régime iranien dont la liste de Noël est longue. 400 avions de ligne, 4000 km de voies ferrées et 7000 bus. Une aubaine pour nos industriels. Par ici le Magot, par ici les Peugeot. Rien n'est pourtant gagné. Les entreprises françaises font face à une forte concurrence de leurs homologues allemands et américains, qui jettent toutes leurs armes diplomatiques dans cette bataille pour la conquête d'un marché de 80 millions de personnes. Enfin, dans un contexte malheureusement plus actuel, se pose la question du rôle du régime de Téhéran dans la résolution du conflit syrien et dans la lutte contre l'État islamique. Ces accords du 12 juillet ouvrent donc sans aucun doute une nouvelle page des relations entre l'Occident et l'Iran, une page vierge qu'il convient à nos industriels, diplomates et gouvernements d'écrire. Je vous souhaite une excellente conférence. Merci Timothée pour votre introduction. Messieurs, bonsoir. J'ai une première question. Quelle posture adoptez-vous par rapport à l'avenir économique de l'Iran? Pensez-vous qu'il est optimiste, plutôt pessimiste? Ça serait sadomasochiste que de ne pas être optimiste, parce que vu l'état actuel de l'Iran,
c'est un pays qui est dans une situation économique catastrophique. Alors rappelez-vous qu'en 1979, c'était un pays très prospère. C'est un pays qui participait au financement de la recherche nucléaire avec la France et le RODIF. C'était un pays qui avait une armée du premier ordre. C'était un pays qui avait peut-être un régime autoritaire. C'était un pays qui était assez exemplaire. Donc c'est un pays qui est descendu tellement bas. Aujourd'hui, la monnaie, le rial, c'est égal à 32 275, enfin, 1 euro est égal à 32 275 rials. Il faut dire le taux de change. Je sais bien que ça ne veut pas dire grand-chose. Mais vous voyez déjà, c'est un pays d'une grande pauvreté, donc ils ne peuvent être que optimistes, enthousiastes pour les décisions que j'ai prises et l'avenir qui va se passer. Parce que le pays a des ressources, ses premières ressources, ce sont des ressources en hommes. Il y a une intelligence et une rationalité dans la culture iranienne qui, à mon avis, rend totalement compatible cette culture iranienne avec notre économie. Il y a des ressources financières qui sont potentiellement dans le pétrole. Il y a 92 milliards, je crois, M. Covid me corrigera, mon ami me corrigera, de changes qui sont bloqués, qui vont apparaître. Et il y a un endettement de 11% du PIB, alors que nous, en France, on est à 100%. Donc il y a une capacité au niveau de l'État d'agir. Donc je crois que tous aussi, fait qu'il y a des ressources en hommes et il y a des grands besoins, il y a des marchés. Donc évidemment, je souhaite une chose, c'est que l'Iran retrouve sa place et avec la liberté économique, retrouve la liberté politique. Oui, alors, c'est déjà une question compliquée, mais disons, déjà il faut peut-être préciser où est-ce qu'en est effectivement l'économie iranienne aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut dire, c'est premièrement, c'est l'économie pétrolière. Et donc, ça veut dire, en gros, 80% des exportations de l'Iran, c'est du pétrole. Et le pétrole représente également, on va dire, plus de la moitié des recettes budgétaires. Donc, c'est une économie très dépendante du pétrole. Deuxième caractéristique de l'économie iranienne, effectivement, après la révolution, juste après, il y a eu la confiscation de la plupart des entreprises du secteur privé iranien qui étaient considérées à l'époque comme liées au régime précédent. Et donc, il y a eu une nationalisation de quasiment la totalité des grandes entreprises iraniennes, ce qui fait qu'on a une économie. En plus, il y a eu ensuite une guerre avec l'Irak qui a renforcé une économie de guerre. Donc, on a une économie qui est contrôlée par le secteur public en Iran, qui contrôle 80% de l'économie. Un autre élément alors, aussi intéressant, c'est que par rapport à l'Arabie Saoudite, il y a une base industrielle en Iran. Si vous regardez les exportations non pétrolières, ils exportent de plus en plus, notamment dans la région, et sous l'effet des sanctions, des produits manufacturés, des produits agricoles, des produits transformés du pétrole, mais disons, il y a une véritable base industrielle en Iran. Alors, effectivement, l'économie souffre. L'économie est arrivée à gérer un certain nombre de choses depuis la Révolution. On va dire l'économie iranienne a quand même subi 8 ans de guerre. Quand une économie subit 8 ans de guerre, donc, on peut voir que depuis 1990, il y a quand même beaucoup d'efforts faits de reconstruction d'abord du pays qui avait souffert de la guerre. Par contre, si la situation actuelle est mauvaise, sur les indicateurs économiques, le taux de chômage, en réalité, en Iran, représente sans doute, les chiffres officiels sont faits, mais en réalité, on sait très bien que le taux de chômage, c'est peut-être 18% de la population active en Iran. Ce qui pose beaucoup de problèmes, parce que vous avez, si vous voulez regarder les chiffres statistiques, comme vient de dire, il y a beaucoup une très bonne qualité des ressources humaines. Ce qu'on va voir en Iran, c'est un pays très paradoxal. Vous avez chaque année actuellement, les statistiques iraniennes montrent qu'il y a il y a à peu près 600 000 personnes qui sortent chaque année avec un master, un doctorat en Iran. 600 000. Ces 600 000 personnes, avec 18% de taux de chômage, vont être tout de suite au chômage. Donc ça, c'est le problème principal du gouvernement iranien, c'est effectivement comment créer des emplois. Parce que vous savez très bien que dans tous les pays du monde, les jeunes diplômés sans emploi, bien, ils partent à l'étranger. Voilà. Et donc, ça va être trop long, mais donc il y a ce problème-là, et avec les sanctions, notamment les sanctions financières américaines et l'embargo sur le pétrole, l'économie a beaucoup souffert, et donc il y a eu une récession en 2012, l'inflation est montée jusqu'à 45% en 2013, donc on n'était pas loin de l'hyperinflation, la monnaie effectivement s'est effondrée, donc Rouhani a été élu en juillet, pris le pouvoir, élu président en juillet 2013, donc il s'est retrouvé avec ce bilan. Donc c'est un premier objectif, on parlera peut-être après, c'était de se débarrasser des sanctions, il s'est fait élire là-dessus en disant voilà, si vous m'élisez, moi je vais négocier avec les nucléaires et on va se débarrasser des sanctions. Et voilà, donc si vous voulez, pour l'instant, ils n'ont pas pu mettre vraiment en place un programme économique parce que l'objectif c'était d'arriver à avoir un accord sur le nucléaire qui demandait beaucoup d'énergie de la part du gouvernement iranien, de faire lever les sanctions. Et là, si vous voulez, on en est au début. C'est peut-être une phase intéressante pour répondre à votre question. Les sanctions vont être levées. Alors, ils ne vont pas, contrairement à ce que disaient certains gouvernements, comme le gouvernement israélien, ils ne vont pas tenir les derniers chiffres, ils vont rapatrier 27 milliards de dollars des avocats étrangers.
Par contre, les sanctions vont être levées à partir sans doute fin 2015, début 2016. Donc la question de savoir, c'est qu'est-ce qu'il va faire avec ça. Sans doute l'économie va repartir. La grande question qui se pose au Iran, c'est les réformes et sans doute l'objectif affiché, c'est de privatiser l'économie, de l'intégrer dans l'économie mondiale, d'attirer l'investissement étranger. Donc ça, ils veulent le faire. Le problème, c'est, comme dans tous les pays, l'Iran, je pense que ce que j'aurais bien faire passer comme message du soir, c'est que l'Iran n'est pas exotique. L'Iran, c'est un pays normal, avec des problèmes normaux. Et donc les problèmes qui se posent à l'Iran, c'est le problème d'une économie pétrolière, d'une économie dépendante de l'État, avec des gens qui vont résister à ces réformes. Donc je vous donne l'exemple, il y a le problème social, c'est-à-dire s'ils commencent à privatiser une grande partie de l'entreprise publique, ça va créer du chômage, avec 18% de taux de chômage, c'est compliqué. Un autre problème qui se pose, c'est vous avez une économie très rentière. Beaucoup de gens en Iran créent des entreprises qui sont soi-disant du secteur privé, mais en fait, ils ont des accords avec le régime, donc en gros, ils ont plein d'avantages, c'est très rentier. Donc, si vous voulez, et ces gens-là veulent garder le système actuel. Il y a beaucoup de rentiers. Donc, si vous voulez, il y a des obstacles politiques, il y a du parapublic en Iran également, on a les passes d'Aran, il ne faut pas exagérer, mais on a des secteurs parapublics qui sont très contents de la situation actuelle et qui quand même ont fortement bénéficié. Donc vous avez ce qu'on appelle les fondations en Iran, qui sont ni publiques ni privées, qui ont plein d'avantages, les passes d'Aran qui sont armées à idéologie du régime, ont acheté plein d'entreprises. Bon, tout ça pour vous dire que l'objectif c'est de privatiser l'économie. Donc la réponse à la question c'est ils ont l'objectif de libéraliser l'économie. Est-ce qu'ils vont y arriver à y faire? Ça va être compliqué, parce qu'il y a des oppositions politiques. Il y a une grosse opposition en Iran qui, quoi que fait le Rouhani, de toute façon, ils sont contre. Donc s'ils veulent libéraliser l'économie, ils vont trouver plein de motifs pour être contre. Donc il y a beaucoup d'obstacles à ces programmes de réforme, et c'est sans doute là où les Iraniens l'attendent. Les Iraniens l'attendent là-dessus, sur la création d'emplois, trouver des emplois pour les jeunes diplômés, et donc il sait qu'il joue aussi une carte là-dessus. C'est-à-dire il a beaucoup de capital politique avec l'accord sur le nucléaire. S'il réussit vraiment à relancer l'économie, je pense là, les Iraniens espèrent également qu'ils puissent se lancer dans d'autres réformes pour s'en arrivera dedans. Disons, je pense que maintenant, la priorité, c'est... Moi, je peux dire ce que je cotais sur les chiffres. Depuis les rapidement, les Européens avaient la première place au marché iranien. En gros, les partenaires premiers de l'Iran, c'était l'Allemagne, l'Italie. La France était très bien placée en 2005-2006. Depuis les sanctions, parce que les sanctions sont entre guillemets, moi je suis très critique des sanctions parce que les Européens soutiennent l'Allemand pied. On a des sanctions, il faut savoir, au marché, parce que les Européens ont joué le jeu que jouent les Américains voulaient leur jouer. En fait, les sanctions pour le marché, aussi les Européens acceptaient de sortir du marché iranien. Et les Européens ont accepté. Alors, est-ce qu'on a défendu nos intérêts? Voilà, on a accepté pour faire plaisir aux Américains, on leur a laissé le monnaie balle, quelque part. Donc, les Européens ont disparu des premières places du marché iranien, et ceux qui sont restés, c'est les Asiatiques. Donc, les Chinois sont dans la place de marché, la Corée du Sud, l'Inde, voilà, la Turquie également. Et donc, la question, c'est est-ce que on va se retrouver dans une situation, les Européens qui reviennent. Alors, je vous ai entendu tout à l'heure parler de Peugeot. Vous savez que Peugeot va avoir des problèmes pour revenir, parce qu'ils sont partis dans des conditions assez inacceptables pour les Iraniens. Donc, Renault a des bonnes chances, mais Peugeot, c'est plus compliqué. Donc, les Asiatiques sont déjà là. Les Européens essayent de revenir, on a dit, les Américains vont revenir. Donc, à mon avis, on a très mal joué le coup. On a de bonnes chances, mais je veux dire, il ne faut pas exagérer, mais je veux dire, on a perdu du chiffre d'affaires par les marchés à cause de ça. Oui, le contexte n'est pas très favorable aux Français. Si on prend le cas Peugeot et si on prend le cas BNP, le cas Peugeot avait quand même un hub qui distribuait avant 400 000 voitures sur tout le marché du Moyen-Orient, et les sanctions, loi d'Amato, etc., ont sanctionné Peugeot. Peugeot a quasiment tout perdu. Alors ce qui n'empêchait pas d'autres qui s'implantaient et qui n'ont pris la place. Effectivement, on a beaucoup reculé. Sur l'histoire de la BNP, vous savez très bien combien ça nous a coûté 9 milliards de taxes parce que les transactions étaient faites en dollars, notamment avec l'Iran. Mais il ne faut pas croire qu'à côté de cela, il n'y avait pas des entreprises américaines ou d'autres qui agissaient. Et quand on publiait Peugeot, il y avait des publicités sur General Motors partout dans Téhéran. Donc c'est un peu bizarre. Il y a une véritable, non pas du commerce comme le dit Montesquieu, mais une sorte de guerre économique qui s'opérait entre les pays. Et on ne peut pas dire que la France est mieux tirée sur l'épingle du jeu. Alors, pour répondre à la question des concurrents, si on prend le concurrent global au niveau des pays, le concurrent sur les matières premières et la petite industrie, PME, etc., c'est effectivement comme les Chinois et les Indiens qui font des produits qui sont moins chers.
moi, le peu que j'en sache, je n'ai pas l'impression que le monde soit très présent. On était très très présent dans l'industrie automobile, essentiellement, et dans l'industrie pétrolière, mais pas tellement présent dans le petit électroménager ou dans le matériel quotidien. Et sur le problème du pétrole, la grande concurrence, c'est quand même, et c'est à mon avis une question fondamentale, c'est l'Arabie Saoudite, c'est le Qatar pour le gaz, l'Arabie Saoudite pour le pétrole. Et il est bien évident que tout le monde n'est pas tout à fait d'accord pour voir l'Iran remettre du pétrole sur le marché pour financer sa croissance. Parce qu'avec un pétrole qui est à $50 alors qu'il était en 2008 à $145, vous imaginez un Iran qui revient sur la scène, qui a le troisième stock de gaz et qui a une quatrième en pétrole, s'ils se mettent à inonder le marché de pétrole, on va descendre en dessous du coût de production pour les Texans. Et je pense que ça, c'est un phénomène qu'il faut intégrer, c'est que l'avenir économique qui est indexé sur le prix du pétrole, et si le prix du pétrole monte, ben c'est bon pour l'Iran, s'il ne monte pas, ça va augmenter les tensions chez tout le monde ici, dans ce coin du monde. Alors à propos de l'ouverture économique et des pays qui vont essayer d'aller conquérir le marché iranien, on peut dire que le nombre de pays européens, occidentaux ou même asiatiques qui sont déjà présents continuent à le faire pour leur part, mais je pense qu'il va quand même y avoir, vous avez vu tout à l'heure sur une des cartes, il va quand même y avoir une limite à des investissements lourds. C'est-à-dire que les premiers investissements vont plutôt être, dans un premier temps, des investissements légers ou moyens, parce qu'un investissement lourd, où l'État qui prendrait le risque d'aller investir de manière importante en Iran prendrait le risque, ce fameux risque de Snapchat, justement. C'est toute la problématique qui pourrait se poser éventuellement. On ne sait pas encore quel sera le degré d'ouverture, justement, des Iraniens par rapport à ces contrats. Il faut savoir aussi que les contrats, qu'ils soient au niveau pétrolier ou gazier, sont pour le moment encore en l'occurrence très peu intéressants pour les États qui auraient envie d'aller investir sur place. Il faut savoir que dans le Doing Business 2015, l'Iran est situé à 130e place sur 160 pays pour les investissements et le commerce sur place. Donc du coup, il y a encore pas mal de choses à faire. Et c'est justement une des problématiques mises en avant par les entreprises européennes, et notamment les entreprises françaises qui ont été sur place, faciliter l'investissement en Iran. Est-ce que les autorités, et notamment certaines franges des autorités iraniennes, ont intérêt rapidement à ouvrir leur économie? Ça, c'est une autre question. Sur l'histoire des sanctions, je pense qu'il faut avoir un avis différent. Moi, je pense qu'il n'y a pas de... C'est vrai que ce processus existe. Je ne vois vraiment pas, dans ce que tu envisages, c'est que le gouvernement, en gros, pour préciser, c'est que si le gouvernement iranien remet en cause quelque part ou c'est vérifier son accord sur le nucléaire, on peut remettre en place quasiment de manière automatique des sanctions. Bon, avec l'Iran, il faut toujours être prudent, mais je ne vois absolument pas quel intérêt ils ont. Je pense que l'accord, tout le monde le veut en Iran, à part un petit groupe. Le guide le veut, le guide est numéro 1 en Iran, donc tout le monde le veut, c'est l'intérêt de l'Iran, c'est l'intérêt national de l'Iran. Donc je ne vois absolument aucune raison, comme c'est un pays rationnel, contrairement à ce que certaines personnes pensaient, ils n'ont aucun intérêt de ne pas respecter l'accord. Donc ça, je crois que ce risque n'existe pas. En ce qui concerne Peugeot, je voudrais simplement dire, je pense que ce sera un bon cas d'étude pour les étudiants d'école de commerce, aucune sanction n'obligeait Peugeot à partir de là. Aucune sanction. Donc c'est une décision d'entreprise prise, je pense qu'on ne sait pas trop. En gros, est-ce que le gouvernement français leur a demandé de partir? Mais un cas où une entreprise sacrifie un marché de 450 000 véhicules par an, c'était la première part de marché en Iran, leur premier marché en dehors de l'Europe. Et ils sont partis du jour au lendemain, contrairement à tous les engagements qu'ils avaient signés. Donc quand vous entendez également, oui, les Iraniens, on ne peut pas leur faire confiance, ils ne tiennent pas leurs engagements, c'est toujours pareil, c'est toujours la perception occidentale. Vous parlez aux Iraniens de Peugeot, oui, ils avaient une joint venture avec Iran Rodro, ils sont partis du jour au lendemain. Donc les Iraniens, vous imaginez, un pays, ils produisaient 450 000 véhicules par an, tout d'un coup, les pièces n'arrivent plus, donc si je sais fait, c'est bricolé, mais on a un cas, ce serait quand même très intéressant, je crois qu'il y a des journalistes qui ont essayé de travailler dessus, même sur un cas de stratégie. Qu'est-ce qui a expliqué que effectivement, Peugeot prenne cette décision, ils ont sans doute eu peur, etc. Peut-être des coups de téléphone qui venaient de très haut, et d'outre-Atlantique aussi. Voilà. Et le gros problème, c'est que si vous partez avant, vous avez une sanction, si vous partez trop tard, c'est encore pire. Et je crois que nous sommes là dans un acte de guerre économique, et non pas de commerce. Et c'est un peu
si les Iraniens sont pragmatiques et ont un intérêt à investir dans l'économie, il ne faut pas oublier le contexte régional et international, et notamment le fait que la présidence Obama, donc démocrate, ne va pas rester indéfiniment au pouvoir. Si les républicains sont amenés à être au pouvoir, les choses peuvent encore évoluer. Il y a les pressions des États du Golfe, notamment de Dubaï et de l'Arabie Saoudite par rapport au pétrole, par rapport à cette ouverture, Israël. Donc on a tout un ensemble d'éléments qui vont pouvoir jouer en défaveur de cette ouverture. C'est pour ça que le fait d'avoir négocié ces accords snapback, donc possible pour les 5 grands du Conseil de sécurité disposant d'un droit de veto, de pouvoir à n'importe quel moment bloquer l'ouverture des sanctions et du marché, est en quelque sorte une menace qui va exister, même si, bien évidemment, dès la première ou deuxième année, si les affaires vont, pour certains de ces États notamment, s'améliorer, notamment les relations s'amélioreront, là, on sera parti dans un cycle qui sera, à mon avis, lancé. Donc, mais par contre, il faut encore rester prudent pour un an et demi, 2 ans. Oui, mais c'est pas un jeu à somme nulle, je veux dire, les situations économiques régionales. Prenons le cas des Émirats Arabes Unis. Le premier partenaire commercial de l'Iran, c'est les Émirats Arabes Unis. Parce que, comme vous le savez sans doute, ils jouent le rôle de hub commercial. Donc, beaucoup d'entreprises qui ne voulaient pas exporter directement en Iran, exportaient aux Émirats Arabes Unis. Ensuite, c'était réexporté en Iran, dans la zone franche de Jebel Ali. Donc, c'est très connu. Donc, c'est pour ça que vous voyez, l'Iran, les Émirats Arabes Unis sortaient comme premier partenaire commercial d'Iran. Et même, inversement, c'est pareil. Les Émirats Arabes Unis, c'est un premier partenaire d'exportation de l'Iran parce qu'on exporte aux Émirats et c'est réexporté ailleurs. Donc je pense que les Émirats, par exemple, sont restés, même en dépit des sanctions, un partenaire commercial important, ce qui prouve que beaucoup d'entreprises, peut-être anglo-saxonnes, utilisaient les Émirats pour réexporter en Iran. Ils n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait une situation de crise en Iran. Alors c'est ce que, effectivement, a peur les Émiratis, parce que la réexportation, c'est une énorme partie de leur succès. Si jamais l'Iran s'ouvre, et c'est là où je te rejoins, si jamais l'Iran s'ouvre, ce sera quand même plus simple d'exporter directement en Iran sans passer par les Émirats. Donc on peut dire que là, effectivement, il y a une problématique de guerre économique qui consiste à dire, plus il y a de difficultés, le marché iranien apparaît extrême, plus on capte une partie du commerce. Également, je pense qu'il faut, si vous voulez, je pense qu'il y a une des solutions à long terme pour la région, c'est le commerce non pétrolier. Vous savez, bon, alors, Montesquieu disait, enfin, le commerce, ça ne dit pas toujours les mœurs, mais disons, quand il y a des échanges économiques, je pense que ça crée des intérêts communs. Et donc, ce qui est, je pense, très intéressant, vous prenez le commerce non pétrolier iranien, le premier partenaire commercial de l'Iran, c'est l'Irak maintenant. Ils exportaient jusqu'à 6 milliards de dollars en Irak. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un commerce non pétrolier en Iran du fait d'une économie non pétrolière, et je pense que ça, c'est une des clés de la région. Si l'Arabie Saoudite aurait intérêt à faire du commerce non pétrolier avec l'Iran, parce que le premier marché naturel dans la région, c'est la région. C'est pas en Europe qu'ils vont exporter leurs produits, c'est dans la région. Donc je pense que, j'espère que, bon ça échappe de ma compétence, qu'il y ait des dirigeants un peu visionnaires dans la région, je pense qu'il y en a, qui savent qu'un des intérêts de la région, c'est d'arrêter de concentrer sur le pétrole. Ils ont intérêt à développer un marché régional dans le non pétrolier. Et je pense que ce serait bon pour tout le monde, et ça pourrait même avoir un effet pacificateur sur les conflits. Si la Chine et Taïwan ne vont pas rentrer en guerre, c'est comme vous savez, c'est que le commerce entre ces deux pays est énorme maintenant. Donc ils n'ont pas non plus intérêt à se taper dessus. Donc je pense que ça, c'est un... Et j'espère qu'il y a des gens qui comprennent ça dans la région. Oui, je suis d'accord avec ce que vous dites. Pour rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, mais qu'en Irak, il y a une majorité de 60% de gens qui sont chiites. Et évidemment, il y a une pauvreté quasiment culturelle, même si les uns sont perses et les autres sont arabes, pour aller vite. Effectivement, il y a un lien. Mais il ne faut pas non plus voir sans cesse l'Iran uniquement dans son côté tourné vers le Moyen-Orient, vers l'Arabie Saoudite. Il y a également l'Iran qui touche l'Afghanistan et qui touche le Pakistan quasiment, et au nord l'Azerbaïdjan, qui sont des anciennes terres iraniennes. Et là, il y a une zone d'expansion sur l'Est qui est très grande. Et ce sont des terres qui ont une singularité, qui n'ont jamais été vraiment, qui n'ont jamais subi le colonialisme ni l'impérialisme. Il faut bien comprendre ça pour comprendre les Iraniens. Hein. La plupart des terres ont subi une domination par l'Occident, jamais l'Iran, hein. Même l'Iran au sens large. Donc c'est une vraie nation et qui parfois a peur d'être encerclée, mais c'est une vraie nation qui a une vraie identité, et qui a une vraie histoire et qui a des ressources très très fortes pour se développer tout son environnement. On a parlé donc de l'aspect commercial pour l'Iran. On a parlé aussi de Peugeot. Quels sont les principaux intérêts français sur le marché iranien selon vous? Alors, bon, l'automobile, c'est ça où c'était. En Peugeot, la première part de marché, c'est pareil, 450 000 véhicules. J'insiste lourdement, mais si vous voulez, ça a coûté
On n'en parle pas trop parce que c'est tellement énorme. Ça a coûté plusieurs milliers d'emplois Peugeot. C'est ce que je vous dis quand même. Donc Peugeot a sans doute, vous savez, les sites qu'ils ont fermés, etc., dont on a beaucoup parlé. Personne n'osait dire, là on peut se poser des questions. Et je crois qu'il y avait un syndicat, la CGT essayait de le dire, mais personne ne disait que si les gens qui sont licenciés, c'est parce que Peugeot a, alors, quelle pression, on a quand même peu d'exemples de pays qui sacrifient à tel point ses intérêts et qui mettent des gens au chômage. Donc Renault est présent également en Iran, hein, mais très présent sur le marché automobile. Renault a investi en Iran, produit la Logan en Iran, et ça marche très bien. Ils ont plein de projets de développement. Le marché automobile iranien a un potentiel énorme, gigantesque. Si vous regardez les taux d'utilisation des ménages, c'est sans doute un des potentiels. C'est pour ça que les Français, on doit être là-bas. Ils sont les Américains de l'Algérie. Donc c'est un potentiel gigantesque. Il y a 80 millions d'habitants. Il y a beaucoup de parcs automobiles. Si vous êtes allé en Iran, il y a quand même beaucoup de voitures à renouveler. Donc il y a un potentiel énorme. Mais c'est vrai, comme ça a été dit, nos points forts, c'était jusqu'à présent l'automobile et puis effectivement le pétrole avec Total qui a cette très bonne image en Iran, qui a vraiment une carte énorme à jouer. Et puis également une entreprise comme Alstom, également très, très, très bien vue en Iran. Vous avez, en gros, si vous voulez, l'Iran est un marché intéressant des entreprises françaises, qu'on a une très bonne image en Iran. Même en dépit des problèmes politiques, les décideurs iraniens veulent continuer à travailler avec les entreprises françaises. Ils ont apprécié le travail avec les entreprises françaises et vraiment, on a vraiment une carte à jouer sur la construction. Vous en avez parlé. Je sais pas, il n'y a pas un secteur où on n'a pas une carte à jouer en Iran. Ça correspond vraiment dans l'eau. On peut faire beaucoup de choses. C'est un problème prioritaire dans l'environnement, dans le transport aérien. Tous les secteurs, on a des cartes à jouer. Oui, on a effectivement une très belle image qui date de. On peut faire les parallèles et les amitiés entre l'Iran et la France, ça nous reviendrait dans l'histoire. Les Anglais, les Anglo-Saxons ont une moins bonne image pour différentes raisons. L'Iran a toujours eu l'impression d'être encerclé, que ce soit en Afghanistan, au Pakistan, en Inde ou en Irak par les Américains. On a une très bonne image. Il est quand même regrettable que la France se soit dépêchée d'aller dans les bras de l'Arabie Saoudite, qui est quand même l'ennemi héréditaire pour des raisons géopolitiques, au moment où les Américains, qui étaient honnis par les Iraniens, commençaient à s'ouvrir à l'Iran. Là, on a raté vraiment une porte d'entrée assez royale, mais effectivement, les Iraniens aiment beaucoup la France, et j'ai toujours mal au cœur quand je vois comment certains Français parlent mal de l'Iran, ou renvoient une perception de l'Iran qui ressemble au film Les 300. Vous savez, vous avez tous vu ce film, qui raconte la bataille de Théophile, où le représentant grec, c'est le genre idéal, hein, voilà, un peu connoxé, mais dans le genre idéal, et vous avez le représentant d'Xerxès, c'est un monstre hideux, qui est accompagné de... Vous voyez, c'est la Perse contre la Grèce. Et je crois que cette perception est totalement fausse, et elle nous emmène dans une mauvaise lecture de la réalité de cette puissance nécessaire pour équilibrer tout le Moyen-Orient. Alors, je reprends pour répondre à la question plus précisément. Oui, l'eau. L'eau est un véritable problème dans ce pays-là, avec une population qui a quand même 80 millions d'habitants. Et il y a des gros retards dans l'eau, et la France est un leader mondial en matière de réduction d'eau et de gestion de l'eau. Et donc on est présent, mais ce n'est pas un phénomène lié à l'histoire, c'est du beau, mais on est présent. Il a été dit, bien sûr, l'automobile, ça a été dit, les infrastructures de transport et du ferroviaire vont certainement se développer, parce que le pays est grand, il faut joindre les différents bouts. Et il y a un point sur lequel la France commence à aller, c'est la banque. Il ne faut pas oublier que les Iraniens sont des commerçants, et la question financière, il y aura certainement des financiers qui vont aller s'installer là-bas, mais on est très en retard sur ce sujet-là. Pas grand-chose à rajouter, à part que l'industrie iranienne s'intéresse aussi également beaucoup à la construction navale. Elle s'est rapprochée des Sud-Coréens, de la Chine, mais également elle a un intérêt croissant à s'intéresser à la technologie française des méthaniers, tout simplement parce qu'il y a des stratégies, notamment dans les exportations de gaz iraniennes, et notamment les dernières réflexions qui ont été faites, qui tiennent compte du fait d'une exportation éventuelle après développement d'industrie de transformation sur place, donc également un savoir-faire français qui est également présent dans la région, notamment dans d'autres pays voisins, à la fois pour la transformation du gaz et pour la construction de navires méthaniers pour éventuellement transporter et évacuer son gaz d'une autre manière que par le tuyau passé sans parler. Juste parce que il y a tellement de secteurs qu'on en oublie. Il y a la grande distribution, donc il faut savoir que l'Iran est en train de passer d'un système, c'est une grande question d'Iran, le système de distribution des produits était axé sur le bazar, le système de petites échoppes. Et en fait, ce qu'on constate en Iran de plus en plus, c'est que
Ils ont reçu de grands centres commerciaux un peu partout. Et Carrefour, sans le dire, a ouvert un magasin à Téhéran. Donc c'était en pleine sanction, donc ils ont fait une alliance avec un investisseur des Émirats. Et puis il s'appelle, je sais plus, Superstar. Donc il y a le logo Carrefour, Hyperstar ou Superstar, je ne sais pas, Hyperstar. Ça marche du tonnerre de Dieu en Iran. Donc la grande distribution, je crois que GoSport veut installer des magasins en Iran. La grande distribution, c'est un secteur gigantesque à développer en Iran, parce que c'est nouveau. Les grands magasins, c'est quand même encore nouveau. Et donc là, il y a un potentiel énorme, parce que je pense que ça va très bien marcher. Ce qu'il faut dire également, c'est que l'Iran est moderne, c'est un pays moderne, contrairement à ce qu'on vous raconte malheureusement. Le consommateur iranien est moderne, il veut acheter des produits occidentaux. Et donc, il n'y a absolument aucun problème de compatibilité. La grande distribution, ça marche très bien. Même, j'ai rencontré des entrepreneurs iraniens qui me disaient, je crois que les galeries Lafayette, etc., il y a des choses qui sont en train de discuter. Donc, l'Iran va s'ouvrir à la grande distribution. Donc ça, c'est un secteur dont les cartes à jouer. Il y a le gaz, on n'en a pas parlé, parce que l'Iran veut développer son gaz. Il y a aussi un secteur intéressant, c'est tout ce qui est nouvelles technologies. MTIC en Iran, avec une nouvelle économie, parce que, vous savez, on a des gens jeunes, des entrepreneurs jeunes très bien formés. Ils adorent, les Iraniens comme les jeunes partout dans le monde adorent les réseaux sociaux, etc. Donc ils sont en train de développer du commerce là-dedans. Donc je sais qu'il y a des entreprises françaises qui réfléchissent à des partenariats dans des réseaux. Sur la question des nouvelles technologies, une chose dont on peut parler, c'est quand même la diaspora. Et qu'effectivement, il y a énormément d'Iraniens compétents qui sont devenus maintenant des patrons parfois multinationales, qui sont des Iraniens qui sont partis malheureusement en 1979. Et s'il y a une ouverture, la première chose qu'ils vont faire, parce que l'Iranien est lié à sa terre, à sa patrie, ils reviendront. Et il y a une compétence en informatique qui se développe. Moi, je ne la connais pas tellement sur le plan industriel, mais en termes de cyberguerre et en termes d'informatique liée au combat, ils ne sont pas du tout en retard. Et ceux qui rêvaient à un moment donné de faire la guerre à l'Iran, ils auraient bien fait de réfléchir un petit peu avant, parce que l'Iran n'est pas manchot sur celui-là. Depuis l'arrivée de l'embargo, quels sont les intérêts en matière d'armement sur la table pour l'Iran? Les intérêts en matière d'armement? Oui, pour les contrats. L'intérêt, c'est d'avoir la paix. Je ne sais pas. Alors, il faut savoir que malgré les diatribes et les raboutages assez régulières des forces armées iraniennes, l'armée iranienne est avant tout constituée et construite sur un plan plutôt défensif. Dans le sens où si l'Iran excelle sur certains domaines, en l'occurrence notamment sur les missiles balistiques ou bien sur les systèmes d'armes dits basiques, une grande partie de ces systèmes d'armes sont au final des produits de technologie chinoise, nord-coréenne, ou bien des produits que l'armée iranienne avait hérité avant 1979 et qui ont été rétro-ingénierés et puis remis en état. Et donc les besoins sont très importants, conséquents, énormes, et une grande partie de l'armée iranienne est à restructurer. L'embargo qui a été levé en février 2016, dans l'accord qui ont été décidés, il faut encore attendre un délai de 5 années pour que les Iraniens aient la possibilité d'acheter n'importe quel type de système d'armes existant. Beaucoup d'entreprises chinoises se sont rapprochées par les Iraniens. Il y a eu un accord d'ailleurs qui a été depuis 2007 signé, puis annulé. Au final, les Russes ont accepté de fournir le système de missiles anti-aériens S-300 et PMI-2, donc deuxième génération. Les Iraniens avaient demandé des VM, donc un modèle beaucoup plus avancé. Au final, les Iraniens ont besoin pour assurer une défense anti-aérienne efficace, bien que les Américains et les Israéliens connaissant ce système d'armes ayant effectué des exercices d'entraînement avec des pays, anciens pays de l'Est et puis Chypre notamment. Il y a également les Chinois, donc les entreprises chinoises qui se sont rapprochés pour des avions de combat, les J-10, qui sont des F-16 ou J-10, à l'époque, les avis. Et beaucoup d'entreprises, notamment sud-coréennes, de nouveaux entrants turcs, sont sur les starting blocks. Mais pour le moment, l'embargo ne permet pas à l'Iran d'acheter l'arme pendant 5 années. Et pour la technologie des missiles balistiques, l'embargo normalement doit durer 8 ans. Donc, voilà. Ils ont le Shahed 3 qui a quand même une portée de plus de 2000 km, c'est le touche Israël. Le Shahed 3 qui est un missile par contre liquide, donc il faut un certain temps pour pouvoir lancer. Ce missile est issu de technologies nord-coréennes Yodong, qui
qui sont elles-mêmes des dérivés de missiles Scud datant des années de l'époque de Deuxième Guerre mondiale. Oui, enfin, ça c'est pas vraiment mon domaine d'expertise, mais simplement pour passer, c'est que ce qu'on sait de la réflexion stratégique iranienne, c'est qu'ils ont été envahis par l'Irak en début des années 80, et donc s'ils ont commencé à penser à la bombe atomique au milieu des années 80, ça, le programme nucléaire avait été arrêté par Khomeini quand il est arrivé au pouvoir. Ils ont relancé le programme nucléaire à l'époque pour construire l'arme atomique, effectivement, comme il a dit, avec l'idée de. Ils ont relancé à la fois le programme nucléaire iranien et le programme balistique pour l'idée de construire une force de dissuasion en se disant on a été battu sur le plan conventionnel, enfin envahi par l'Irak, aucun pays nous a soutenus, les Nations Unies n'ont jamais déclaré l'Irak attaquant alors que c'était une réalité, en fait. Donc on est seul, donc il faut se construire une force de dissuasion. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que toute cette idée s'il y a une idée d'une bombe atomique en Iran, au début je disais arrêtez le programme, c'était vraiment l'idée de se construire une force de dissuasion. Donc effectivement l'aspect balistique est très important pour les Iraniens, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de discussions lors des négociations nucléaires, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est qu'à un moment les Iraniens ont dit est-ce que c'était complètement illogique? Ils ont dit écoutez, vous nous avez mis des sanctions dans le domaine balistique parce qu'il y avait un problème sur le nucléaire, vous supposiez qu'on allait fabriquer un truc. À partir du moment où le problème nucléaire est réglé, pourquoi on n'a plus le droit il y a toujours des sanctions sur le problème balistique. À ce moment-là, notamment les Français, et sans doute d'autres pays en arrière-plan, ont dit oh là, attention, c'est dangereux, etc. Et donc on a, je pense, effectivement 8 ans, une période de 8 ans pendant laquelle l'Iran devra respecter l'embargo sur les missiles. Bon, mais ils y tiennent d'ailleurs un des gestes, je pense que c'était assez symbolique, l'Iran a procédé à un nouvel essai de missiles il y a très peu de temps. C'était très clairement une façon de dire bon, ne croyez surtout pas que parce qu'il y a eu l'accord sur le nucléaire, nous on reste un pays indépendant, soucieux de se défendre, etc. Je pense que c'était un message qui était adressé à la. Pour faire vite et court, on peut dire, indépendamment de la qualité des personnes qui dirigent, parce qu'il y a certains qui sont moitié fous, mais je parle bien du peuple iranien, la doctrine est assez gaulienne. C'est une doctrine gaulienne en termes de défense. On a commencé à parler de l'élection d'Hassan Rouhani. Dans quelle mesure peut-il changer la politique intérieure de l'Iran? Alors, pour répondre à votre question, je vous demandez pourquoi Rouhani est arrivé. Parce que Rouhani est arrivé dans un gouvernement dirigé au début par Mahmoud Ahmadinejad et avec un chef suprême qui s'appelle Ramenai. Le président de la République n'est pas le patron chez eux. Le vrai patron, c'est le guide suprême, qui en fin de compte est la constitution sur pied. Et c'est lui qui est le chef. Rouhani est arrivé, il était avec Khomeini à Neuf-le-Château, c'est un ancien de l'équipe. Mais Rouhani est un homme intelligent, c'est un homme qui a fait l'étude en Angleterre, qui a exercé beaucoup de responsabilités. Il est arrivé en grande partie avec le soutien du bazar. Ce qu'on appelle le bazar, c'est le patronat, c'est le monde du commerce et de l'industrie. Et véritablement, ce peuple iranien, qui est un peuple industrieux et commerçant, et rationnel, on l'a dit 3 fois, et je crois qu'on a raison de le redire, voulait retrouver la prospérité économique. Et donc, il est bien évident que le fait de lever les sanctions et de retrouver la prospérité économique, ça va changer énormément de rapports de force à l'intérieur de ce pays. Et nous avons tout intérêt à ce que l'Iran se développe, parce qu'en se développant avec la liberté économique, on peut espérer que ça amène un certain nombre de libertés politiques. Un pays qui veut avoir une liberté économique va s'ouvrir. Comme il va s'ouvrir, on pourra y envoyer facilement des Occidentaux. Et il nous sera encore plus facile de vérifier ce qui s'y passe qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est un bunker et c'est très difficile d'avoir de l'information. Donc on a tout ceci qui va se passer. Et je crois que les évolutions sont assez favorables. Pourquoi? Parce que Rouhani est docteur en théologie de l'université de Qom, c'est-à-dire qu'il est dans le clergé chiite, il y a un clergé, contrairement à la tradition sunnite, il y a un clergé, c'est-à-dire que n'importe qui ne peut pas devenir ayatollah, n'importe qui ne peut pas prendre cette posture, et il y a une hiérarchie. Et lui, il est docteur de l'université de Qom, et il est quelque part, dans les grades, il est presque au-dessus de Ramenai. Donc celui qui est en dessous dans l'ordre politique, il est au-dessus dans l'ordre théologique. Donc, quelque part, l'abstention, c'est la lecture que je fais les choses, je vais ce que vont dire mes collègues, mais la toute-puissance de Ramenai, qui lui est vraiment le conservateur, qui ne veut pas que les choses changent, est un petit peu affaiblie par la puissance de l'économie qui va émerger,
la puissance de la personnalité de Rouhani et la puissance de son autorité dans la sphère théocratique, parce qu'il est un des plus grands théologiens dans son pays. Donc quelque part, tout ceci, si le prix du pétrole monte, je crois que l'évolution ira du bon côté. Mais il faut que le prix du pétrole monte un peu. Alors c'est un sujet assez compliqué, parce que là, votre question est compliquée. Tout est compliqué en Iran. Bon, qu'est-ce qui peut changer? Déjà, il faut peut-être expliquer un certain nombre de choses. Effectivement, ça vient d'être très bien dit justement sur le système politique iranien. Vous avez une constitution depuis la révolution iranienne. Donc le numéro 1 du régime, c'est le guide. Donc le guide, en fait, c'est un poste qu'on appelle Velayat Fari en Iran. C'est le guide à la responsabilité des armées, à le dernier mot sur tout. Et ce poste a été créé pour l'imam Khomeini à l'époque, parce que l'idée, c'était d'avoir... en fait, il reflète ce poste, la supériorité du religieux sur le politique, parce que l'Iran est une république islamique. Attention, déjà les gens oublient un certain nombre de choses, c'est que même Khomeini l'a dit lui-même, quand il avait décrit une fois les qualités requises pour être le guide, il avait dit qu'il faut que ce soit, à l'île, il insistait beaucoup plus sur le côté connaissance du monde extérieur que le côté religieux. Il a même dit aussi, Khomeini, que quelquefois les lois de l'État sont supérieures aux lois religieuses. Donc on voit que le pragmatisme. Donc c'est pas un personnage religieux, c'est beaucoup plus un personnage politique. Alors effectivement, donc lui a le dernier mot, mais attention, il y a un rapport de force. Le deuxième numéro, le deuxième pouvoir en Iran, c'est le président qui est élu par des vraies élections. Alors, on peut en reparler, c'est des vraies élections, c'est aussi compliqué, mais rappelons quand même que dans une région où le mot élection, c'est vrai, ça me fait un peu sourire quand je vois que c'est la Turquie, enfin l'Arabie Saoudite va décider de l'avenir de la Syrie. Le mot élection en Arabie Saoudite, j'aimerais bien savoir quelle signification il y a. En Iran, il y a des vraies élections. Alors la difficulté, c'est que vous avez un conseil qui s'appelle le Conseil des gardiens de la Constitution, qui a le poste qui peut filtrer les candidats. Donc effectivement, ce qui se passe en Iran, c'est que si vous n'êtes pas dans la norme, vous n'allez pas pouvoir être candidat aux élections. Il y a eu des trucages dans les élections également, parce que rappelez-vous, Ahmadinejad, sans doute, a truqué son élection, il n'aurait jamais dû être élu si il avait réalité. Donc, ce n'est pas les élections parfaites. Mais par contre, il y a eu un taux de participation, et ça, il y a un consensus là-dessus, de je crois 70% de la population iranienne a été votée pour Rouhani. Donc, des présidents légitimement élus dans la région, il faudra qu'on explique où est-ce qu'il y a. Donc, l'Iran a un système sûrement très critiquable, mais la France qui. Pour son histoire, on a toujours des leçons à donner à tout le monde. Moi, je pense que c'est aussi une raison qui ferait que peut-être on peut avoir des relations plus constructives avec l'Iran. On a quand même un pays qui essaie de faire avancer difficilement, mais la démocratie. Il y a un rapport de force entre le président et le guide en Iran. Ces deux personnages politiques. Il y a ce que dit, comme dans tous les pays, il y a ce que dit la Constitution, il y a ce qu'on en fait. Et donc, par exemple, Ahmadinejad a fait bouger les lignes. Ahmadinejad a sans doute allé beaucoup plus loin dans son rapport de force avec le guide qu'aucun président n'avait fait en Iran. Et donc, il a même, jamais même contredit le guide en public, ce qui normalement ne se fait pas, s'il vous plaît. Donc, déjà, il fait bouger les lignes, et pour faire court, la légitimité du guide, en fait, le guide en Iran a couvert la réélection de Ahmadinejad 2009, et croyez-moi, chez les Iraniens, c'était une catastrophe pour sa légitimité. Une catastrophe. Donc, il avait une légitimité très faible. Par contre, ce qu'il vient de faire si vous discutez avec les Iraniens, ils lui sont gré d'avoir soutenu les négociations sur le nucléaire iranien et d'avoir validé ces négociations, même plus que validé, ils les ont encouragées, et d'avoir validé de toute façon la reprise des relations avec les États-Unis. Quoi qu'ils disent maintenant ouvertement, ils savaient très bien depuis 2 ans, chaque semaine, les diplomates iraniens et américains discutent, échangent d'informations sur tout. Rouhani le savait, il l'a validé, il a dit c'est bon, allez-y. Donc quelque part, les Iraniens lui sont gré de ça. Donc il faut savoir, donc là sans doute sa légitimité s'est renforcée. Et c'est vrai, pour répondre enfin à votre question, excusez-moi, mais bon, il faut dire que ça, qu'est-ce que peut faire Rouhani? Bon voilà, il va être réélu, il a été en 2013, il va y avoir de nouvelles élections en 2017. Je pense que les Iraniens l'attendaient sur la question nucléaire. Ce qu'il a fait, c'est quand même remarquable. C'est pas gagné d'avance. L'Iran se trouvait seul à négocier face à 6 pays. Et je pense qu'ils ont bien négocié. Je pense que personne n'a perdu. C'est gagnant-gagnant, comme le Rouhani avant. Bon, maintenant, les gens l'attendent sur le terrain de l'économie. Et c'est vrai, vous avez tout à fait raison d'insister sur les gens qui voudraient que tout d'un coup, quelqu'un arrive et transforme un pays en économie de marché ou démocratie. Aux États-Unis, peut-être que des gens croient que ça marche comme ça. C'est compliqué. Je pense qu'un enchaînement, mais moi, honnêtement, j'en sais rien, un enchaînement qu'on pourrait espérer peut-être en Iran, ce qui peut se passer, c'est que Rouhani ouvre l'économie iranienne, cette classe d'entrepreneurs prenne de plus en plus de pouvoir,
Et comme ça s'est vu dans d'autres pays, comme en Turquie, etc., cette classe d'entrepreneurs, vous savez très bien qu'on peut bien une réussite économique a un impact politique. Cette classe d'entrepreneurs, petit à petit, peut avoir une influence sur le système politique iranien et peut contribuer on va dire, à une ouverture de régime. Mais comme on voit que c'est compliqué, mais c'est sans doute sur le terrain de l'économie que aussi une partie de l'avenir politique de l'Iran. Alors, je voudrais rajouter quelques éléments à ce qui a été dit notamment le fait qu'il ne peut pas oublier l'histoire, et notamment sous Mossadegh et le fameux coup d'État qui a été apposé par le niveau américain, la tournure, y compris les événements sous le Shah, puis ensuite la fameuse révolution islamique. Tout ça pour dire que au sein du pouvoir iranien, il y a trois grades. Il y a le grand ayatollah et Hojat al-Salam. Hojat al-Salam est un ayatollah de grade mineur, c'est-à-dire que le guide de la révolution, en tant que guide de la révolution, n'est lui-même qu'un Hojat al-Salam, c'est-à-dire qu'il n'a pas la maîtrise théorique et fondamentale des textes religieux, Rouhani étant un ayatollah, mais Rouhani, et ça c'est l'élément qui est important de mentionner, a en l'occurrence a participé aux négociations nucléaires. D'ailleurs, il a été, entre guillemets, la tête pensante de la cheville ouvrière. Donc, le guide de la révolution a pu retrouver une certaine légitimité certaine lorsqu'il a permis à, en l'occurrence, il a donné son aval à Rouhani pour l'accord sur le nucléaire, tout en sachant que, de toute manière, depuis sa succession, et même lorsqu'il y avait Khamenei au pouvoir en 85, Montazeri, lui qui était un grand ayatollah. Tu expliques tout ça parce que je ne sais pas si tout le monde connaît les titres qui était Montazeri. Alors Montazeri qui était en l'occurrence Montazeri qui à l'époque avec Khomeini avait contribué à l'idée de Velayat al-Faqih, du guide de la juge ensuite. En l'occurrence, il y a une autorité humaine, sur pas constitutionnelle, mais qui est la voix de Dieu, le représentant de Dieu sur terre, en quelque sorte. C'est un peu l'idée de la République, l'architecture de la République islamique d'Iran. Le grand l'ayatollah Khomeini est décédé. Montazeri l'a soutenu jusqu'en 1985. En 1985, au sein de la République islamique d'Iran, il a été mis en surveillance surveillée, une résidence surveillée, pardon. Une fois que l'ayatollah Khomeini est décédé, c'est Khamenei qui a pris la suite, mais il n'était pas normalement, il n'avait pas le titre et les compétences pour pouvoir devenir grand ayatollah. Du coup, il y a eu une sorte de première fronde. Et c'est justement toute la problématique qui s'est posée au niveau de l'Irak et de l'Iran lors de l'invasion, par exemple, en 2003, parce que le guide de la révolution islamique iranienne, l'ayatollah Khamenei, qui est un Hojat al-Salam, donc d'un grade inférieur, n'est pas reconnu par l'ensemble de la communauté chiite comme ayant les compétences nécessaires pour pouvoir guider la communauté chiite. Si on avait une comparaison à faire entre les chiites et les sunnites, on pourrait dire que les sunnites ressemblent aux protestants et les chiites aux catholiques. C'est-à-dire qu'il y a une autorité papale pour les chiites et il y a il n'y a pas d'hierarchie pour les sunnites et donc comme pour les protestants. Donc voilà un peu l'image qui est celle de la République islamique d'Iran. C'est un peu complexe, mais tout ça pour vous dire qu'il y a des oppositions, par exemple en Irak, lorsque les Américains ont envahi, ils avaient l'idée, et ça a très peu été évoqué, de pouvoir opposer les deux ayatollahs, les deux visions religieuses iraniennes et irakiennes, tout simplement parce que l'ayatollah Sistani, qui est aujourd'hui en Irak, est un grand ayatollah, et il est contre les chiites, et c'est ce qui manque justement à l'Iran et à la République islamique d'Iran pour pouvoir devenir une référence à la fois religieuse pour les chiites, mais également une référence dans le monde musulman. Donc il y a tous ces éléments-là, et quand on évoque la politique interne, tout se fait, en l'occurrence, en accord avec le guide de la révolution, même si celui-ci en interne est bien évidemment contesté. On a parlé aussi de l'apparition de relations entre l'Iran et l'Occident via cet accord sur le nucléaire. Est-ce que ces relations vont contribuer à augmenter la rivalité entre l'Iran, l'Arabie Saoudite ou même, voire même le Qatar, et donc créer de nouvelles tensions entre ces puissances qui luttent pour le leadership régional? Oui, alors. Il y a plusieurs clivages. Le premier clivage, c'est quand même la société perse par rapport à la société arabe, ça a toujours existé. Nabucodonosor, une famille singulière du sunnisme, mais qui est interprétée par Wahab, qui s'appelle le wahhabisme.
ce qui est véritablement la plaie, et je me permets de le dire, je vais peut-être exagérer, mais la plaie de l'islam. Et n'oubliez pas qu'il faut distinguer les choses, hein, pour revenir un peu à l'actualité française, je suis hors sujet. Si vous prenez les imams du Maroc, il n'y a aucun problème. Vous prenez un imam d'Algérie, il y a 60% qui n'ont aucun problème, il y a 40% qui commencent à être djihadistes. Vous prenez les imams de France, qui sont d'origine Arabie Saoudite ou Qatar, ils sont quasiment tous djihadistes. Hein. Et donc il est bien évident que l'Arabie Saoudite pose un problème de représentation et elle est en challenge avec l'Iran. Et donc ceci fait un conflit entre les deux grandes familles d'origine de l'islam sunnite et le chiisme. Bien sûr, ça, il y a des tensions. Elles sont en compétition. Alors, le problème, c'est que la constitution, ce qu'on appelle un arc chiite. La photo d'avant, ce serait peut-être plus pédagogique. La photo d'avant, il faut bien comprendre que si vous mettez l'Iran qui est à 95% chiite, l'Irak qui est à 60% chiite, la Syrie qui est dirigée par des alaouites chiites qui sont 12%, et vous prenez le Liban, ou tout le sud du Liban, où Nasrallah est également chiite, vous avez un arc chiite. Si dans le monde, vous avez sur 100 musulmans, vous avez 90% de sunnites et 10% de chiites, puis 0,001% de kharidjistes, en oubliant. Et vous avez au Moyen-Orient, vous avez 60% de sunnites, 40% de chiites. Et quand vous avez 40% de chiites et 30%, c'est pas si simple que ça. Donc il y a une véritable rivalité et il y a une opposition. Et paradoxalement, la France devrait s'entendre plutôt avec les pays qu'elle a détruits. Elle devrait s'entendre plutôt si la politique consiste à se rapprocher du proche, avec ce qu'était l'Irak, sunnite, où Saddam Hussein était un minoritaire sunnite qui dominait un pays à majorité chiite, avec la Syrie, qui était assez laïque du fait du Bas, et l'Iran. Et il se trouve que paradoxalement, notre alliance, ça se fait avec l'Arabie Saoudite et le Qatar, qui sont les plus éloignés de la tradition française sur le problème des valeurs, et je dirais même à terme sur le problème des intérêts. Alors maintenant, on va voir comment on va s'en sortir. Hein, dans le conflit actuel, qu'est-ce qui va se passer? La France veut être contre tout le monde, c'est très bien, mais quand on fait la guerre, il faut hiérarchiser les priorités. Les Américains, Roosevelt acceptaient de casser la croûte avec Staline, même si c'était avec une grande fourchette et avec une personnage sur le nez. Et nous, on ne peut pas faire la guerre, on est contre tout le monde parce qu'on a raison. Et donc il va bien falloir choisir. Pour le moment, nous choisissons l'Arabie Saoudite et le Qatar. Je ne suis pas sûr que dans l'histoire longue, ce soit le bon choix. Oui, alors, il y a plusieurs niveaux de réponse. Il y a effectivement une grande peur de l'Arabie Saoudite. Le positionnement stratégique de l'Arabie Saoudite, en gros, c'était de dire nous, on est les bons. Je veux dire, ils se positionnaient toujours. L'Iran était l'anti-modèle en disant voyez, vous n'avez quand même pas. Les Émirats, c'était pareil. Je suis allé à des conférences il y a quelques années où les Émiratis disaient venez investir chez nous. Même chez nous, on peut voir un petit peu, on n'est quand même pas comme ces fous d'Iraniens. C'est ce qu'on entendait. Donc ils se présentaient comme la rationalité, la modernité occidentale, qui était complètement fou, mais en contre-modèle de ces extrémistes chiites qui veulent imposer la République islamique, la révolution iranienne partout, etc. Donc là, il y a une sorte d'énorme effroi, je pense que Mehdi pourra en parler plus longuement que moi, c'est-à-dire l'effroi de l'Arabie Saoudite, que tout ça tombe à l'eau quelque part. Tout d'un coup, l'Arabie Saoudite, et notamment, ils ont très très peur de ce qui est en train de se passer entre l'Iran et les États-Unis. Ça fait 2 ans, je vous dis, dire le discours israélien, le discours de l'Arabie Saoudite aux Américains, il a marché pendant un certain temps, consistait à dire, de toute façon, ces gens-là sont irrationnels, c'est des fous, ils veulent envahir la région. Obama et ses diplomates ont commencé à discuter avec des diplomates iraniens, ils sont tout à fait éduqués, rationnels, ils ont fait leurs études aux États-Unis, donc ils sont avec des gens avec qui ils discutent, ils s'entendent bien, ils découvrent des choses, ils apprennent des trucs sur la Syrie, je pense qu'ils ont appris pas mal de choses, etc. Donc ils sont en train de découvrir ce discours de tombe à l'eau. Et donc il y a une énorme inquiétude, je pense, qui est en train de, on voit chez l'Arabie Saoudite, de dire voilà, comment se positionner? Est-ce que notre principal allié, qui assure notre sécurité, est en train de reprendre langue avec celui qui était pour nous l'anti-modèle, si vous voulez? Et donc ça traverse, on voit bien des réactions même épidermiques. On a l'impression, moi je vois une certaine irrationalité dans les déclarations même israéliennes ou saoudiennes sur l'Iran. Qu'est-ce que va faire l'Iran? L'Iran ne va pas envahir la région. Par contre, c'est vrai, on est dans une période intéressante où effectivement l'Occident, notamment je pense les Américains, malheureusement la France, on est un peu à la traîne de ce côté-là.
les Américains ont recommencé à discuter avec l'Iran, parce qu'ils vont en Iran, un pays stabilisateur, un pays très important dans la lutte contre l'État islamique, un pays stable, où il y a une société moderne, voilà, qui peut bien évoluer. Deuxième point de vue, parce que je pense, alors là, je pense que c'est un drame, une critique forte qu'on peut faire à la politique, à la diplomatie française, on en discutait, c'est l'absence totale, la société civile n'existe pas. Hein, on a l'impression sur des schémas dépassés, on a l'impression que ce qui nous rassure, c'est une sorte de schéma, je caricature, hein, mais genre le dictateur, on passe des contrats, les grosses boîtes, on fait des voyages d'entreprise. On est au XXIe siècle. La société civile, elle existe, vous ne pouvez pas en parler simplement comme quelque chose. En Iran, la société civile, c'est elle qui porte tout. Hein, les gens ne se rendent pas compte de ça. La société civile, elle porte Rouhani. La société civile, Khamenei, les conservateurs en Iran savent très bien qu'ils ne peuvent pas aller jusqu'à certains points parce qu'il y a une société civile puissante en Iran. Vivace. Il y a des journaux qui les critiquent, même s'ils peuvent les mettre en prison, ils sont là. C'est quand la mentalité des gens change, quand les gens font des études, on ne peut pas revenir en arrière. Il y a 60% de filles dans les universités en Iran. 60% de filles. Et elles ont des postes. Hein. C'est pas simplement. Voilà, vous avez l'État islamique d'un côté. Le problème en Iran, c'est l'équipe de foot féminine de football en salle qui était championne d'Asie. Et la fédération a dit tout d'un coup qu'il devait aller au championnat du monde. Et la fédération a dit ah ben les visas c'est trop compliqué parce que c'est le Guatemala. Et donc ça a tellement protesté dans les réseaux sociaux que Rouhani, président, a dit non, c'est bon, les visas c'est réglé, ils peuvent y aller. Donc c'est ça les problèmes qui se posent en Iran. C'est pas si la femme doit porter le voile, etc. C'est que l'équipe de foot féminine aille à la finale du championnat du monde. Vous voyez. Donc c'est pas les mêmes sociétés. Et je pense que le drame de la France, c'est de ne pas prendre ça en compte. Je veux dire, si on doit développer des relations avec l'Iran, on a une société moderne. Hein. Il y a des artistes, comme vous savez, il y a le cinéma iranien, il y a l'école de l'art, il y a l'archéologie, ils veulent des contacts dans les sciences sociales. On a des écoles de commerce qui doivent faire des choses en Iran, on a des jeunes qui doivent faire des doctorats en Iran. Si on n'est pas capable de comprendre ça en France, alors là, il y a un vrai problème. Et cette classe moyenne, on doit l'encourager. On peut beaucoup apprendre également de la société iranienne. Et je pense que la société civile iranienne, il n'y a pas qu'en Iran, elle devrait être au cœur de notre diplomatie. Au cœur de notre diplomatie. On l'a asphyxiée avec des sanctions. Hein. On est quand même content qu'elle ait quand même voté pour le plus modéré Rouhani, ça n'aurait pas forcément été le cas. Et donc là, je pense que c'est vraiment une catastrophe, excusez-moi, de la diplomatie française. On est encore sur des schémas dépassés. Moi, je veux bien qu'on aille serrer les mains des dirigeants d'Arabie Saoudite, mais bon, il y a des limites, quoi. Je veux dire, vous avez une société civile dynamique, etc. Mais prenez-la en compte, vous savez qu'elle existe. Elle n'a pas encore tout à fait voix au chapitre sur le plan politique, mais menez des politiques pour lui donner les moyens de poursuivre sa route, notamment sur le plan politique. Alors, concernant les relations, vous avez évoqué la question des renonces à l'Arabie Saoudite. Il faut revenir un peu à l'histoire, rapidement, un petit survol, parce que il est important en fait de se souvenir certains éléments pour comprendre un peu la posture actuelle. Quand on regarde cette carte qui est assez intéressante, il faut revenir à avant 79. Et ce que représentait à la fois l'Arabie Saoudite avant 1979 et avant la Révolution islamique. Dans le monde arabe notamment, il y avait l'Arabie Saoudite qui s'opposait à l'Égypte de Gamal Abdel Nasser, l'Égypte qui était panarabiste et l'Arabie Saoudite qui avait plutôt une posture pan-islamiste, se retrouvant seule après que Gamal Abdel Nasser décède. L'Arabie Saoudite s'enrichit énormément et il se passe une chose en 1979, c'est qu'il y a la révolution islamique et qu'un deuxième modèle d'exportation de l'islam, en l'occurrence l'Arabie Saoudite étant le seul modèle sur place, d'ailleurs la Mecque, Médine étant contrôlant les lieux saints de l'islam, en Iran se crée la République islamique d'Iran qui dans un premier temps veut une révolution globale, et notamment dans les pays du Golfe. Et c'est ce qui a effrayé en l'occurrence dès le départ ces États du Golfe qui se sont empressés de soutenir Saddam Hussein dans l'invasion de l'Iran, que beaucoup de pays ont couvert évidemment. La guerre s'est déroulée, l'Iran n'a pas oublié cet élément de l'histoire, et les États du Golfe se sont rendus compte d'une chose, c'est que lorsque Saddam Hussein a en quelque sorte gagné cette guerre, il s'est retourné directement contre eux, et les États du Golfe se sont retrouvés en quelque sorte seuls. Paradoxalement, et en parallèle à cela, l'Union soviétique s'est effondrée. Du coup, il n'y avait plus de bloc, il n'y avait plus qu'un bloc. Les États du Golfe se sont rapprochés des États-Unis. Et en se rapprochant des États-Unis, ils sont devenus aujourd'hui, et quand vous regardez cette carte, elle est assez explicite, dans cette région du Moyen-Orient, il n'y a plus qu'un seul État, à l'exception de la Syrie, qui est en voie de décomposition de guerre, qui résiste en quelque sorte à l'influence américaine. C'est la République islamique d'Iran. Tous les autres
sauf le Yémen qui est pauvre, Oman, la Jordanie, l'Irak actuel après l'invasion post-2003, l'Afghanistan, Pakistan, Turkménistan et les pays du Golfe subissent l'influence notamment américaine. Et la problématique qui s'est posée justement pour les décideurs américains et les décideurs occidentaux, faut-il faire de l'Iran, de la République islamique d'Iran, qui a un modèle particulier, un allié? Non, parce que les États du Golfe, Israël et notamment certains au sein des pays occidentaux, certains courants, quels qu'ils soient, s'opposent à ce rapprochement. Et il y a la réalité qu'a très bien décrite Thierry, qui est celle d'une société civile, contrairement à de nombreux pays du Golfe, qui a voix au chapitre, bien que limité sur certains égards, et toute la problématique et la question est des relations qui vont aujourd'hui exister dans cette région. Les pays du Golfe entretiennent entre eux, on crée le Conseil de coopération du Golfe, qui a été excluant dans le sens où, lorsqu'ils l'ont créé en 81, ni l'Irak ni l'Iran, qui avaient justement la capacité militaire à gérer cette région, n'ont été inclus. L'Arabie Saoudite a même, dans un premier temps, voulu exclure l'Oman, parce qu'elle possédait des forces armées et un savoir-faire militaire qui est une armée qui était beaucoup plus importante que la sienne. Donc l'Arabie Saoudite a en quelque sorte voulu une mainmise sur ce concept de coopération du Golfe. Aujourd'hui, c'est un peu différent. L'Oman a une posture diplomatique qui est un peu originale dans ce concept de coopération du Golfe. Les Émirats arabes unis ont une force militaire qui est assez conséquente par rapport à cette région. Et la problématique qui se pose aujourd'hui, c'est cette opposition entre chiisme et sunnisme, qu'entend alimenter l'Arabie Saoudite pour quelle raison, notamment le clan Soudaïri qui est actuellement au pouvoir, parce que les sunnites, vous l'avez dit, sont majoritaires, entre 85 et 90% des musulmans dans le monde, et que justement, la crainte de l'Arabie Saoudite serait la suivante, celle de pouvoir rapprocher ce monde chiite perse du reste de la communauté musulmane, et elle use, donc l'Arabie Saoudite, de tous les moyens dont elle dispose, financiers, pétroliers, diplomatiques, pour faire en sorte qu'il puisse y avoir une opposition tacite, en l'occurrence, peut-être directe ou indirecte, entre puissance sunnite et chiite. Donc voilà un peu la problématique, ça rentrait dans le question. Juste une petite remarque qui me vient d'esprit, méthodologique. Je me mets à la place d'un étudiant de mon fils, d'un brillant ou une brillante étudiante de l'EM, très bon en marketing, en finance, corporate, tout ce que vous voulez, mais qui ne s'intéressait pas à la géopolitique. Je me dis, mais il y a un sacré écart entre ce qu'il raconte ces lascars et ce que j'entends à la télévision. Parce que quand vous écoutez la télévision, l'Iran, c'est Khomeini, des caricatures, et là, je veux dire, mais les mecs, on est tombés dans un complot. Qu'est-ce qu'a fait Louis? Qu'est-ce que vous avez fait? Ils sont d'accord. Eh bien oui, parce que je vous assure qu'on ne s'est pas concerté avant, on se connaît très peu, mais on dit quasiment, on n'est pas très loin. Parce que c'est une réalité. La perception en France de la question iranienne est totalement occultée par un certain nombre d'individus ou de pression ou de responsables politiques qui fait que ce qui est dit par ceux qui travaillent un peu le sujet ne correspond pas du tout à ce qui est dit derrière l'écran qui fait vraiment écran. On va revenir sur un sujet médiatisé. Quelles sont les capacités militaires de l'Iran face à Daesh? Les capacités militaires actuelles de l'Iran face à Daesh? Alors, on peut faire le tour. Si on parle de l'État islamique qui se trouve, bien sûr, essentiellement en Irak et qui se trouve en Syrie, on peut dire quelque part que c'est une sorte de sunnitistan. Parce que ce sont les sunnites d'Irak qui sont maintenant dominés par les chiites, et ce sont les sunnites de Syrie qui sont dominés par la minorité chiite alaouite, qui quelque part se retrouvent ensemble. Donc les capacités, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça c'est dérivé directement de l'arc chiite. Qu'est-ce qui se passe? L'armée irakienne, elle, a une majorité chiite, il y a des sunnites aussi, les jihadistes, c'est les premiers qui souffrent de ce qui se passe. L'armée irakienne chiite, elle agresse, mais très souvent, elle s'est débarrassée de ses anciens officiers et soldats qui étaient majoritairement sunnites chez Saddam Hussein. Donc ce ne sont pas des soldats très très courageux, ils étaient 400 000 contre Daesh, ils ont reculé en laissant le matos tout neuf. Ensuite, côté de l'Iran, l'Iran alimente ses alliés, il alimente en armes et en hommes, et entre autres par la division Côte, ou une division spécialisée, c'est une sorte de force spéciale, qui aide en particulier les chiites du Liban, dirigés par Nasrallah, qui eux, sur le front syrien, poussent. Il manque d'hommes, mais il y a certainement des Iraniens, mais ils amènent également des armes. Mais je n'ai pas vu de relation directe entre les Kurdes
Et les Iraniens, il y en a peut-être que je n'en ai pas la connaissance. Parce que c'est ça, hein, vous avez les Irakiens, vous avez les Kurdes, vous avez les Syriens, bien sûr, de Bachar al-Assad, et vous avez les chiites de Nasrallah du Liban. C'est ça qui enserre Daesh. Donc l'Iran est derrière à la puissance pour amener de l'armement et pour amener des hommes. Ça me fait fixer un certain nombre de points. C'est pourquoi la Syrie et l'Irak sont importants pour l'Iran. En 2003, vous devez savoir que la principale menace stratégique pour l'Iran, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas Israël, c'était l'Irak de Saddam Hussein. Ils ont 8 ans de guerre. Hein. Je veux dire, quand on a le problème de. Voilà, on a une perception, il faut savoir ce que ça veut dire après 8 ans de guerre, 500 000 morts, des milliers de blessés, des gens, une utilisation cautionnée par l'Occident, il faut le dire, des attaques chimiques, on dit pas tant les attaques chimiques, c'est pas bien, etc. Le Parti socialiste, excusez-moi de le dire, au pouvoir en France, a laissé Saddam Hussein faire des centaines d'attaques chimiques contre les Iraniens, ça ne dérangeait personne. Donc il y a des gens qui sont très bons, les Iraniens, en tout ce qui est de soigner les blessés par les gaz chimiques, parce qu'ils ont dû le faire, si vous voulez. Donc il y a eu un traumatisme, cette guerre a épuisé le pays, l'a façonné mentalement, etc. Et donc les Iraniens, quand Saddam Hussein est tombé, il faut bien savoir, ça a été dit, il y a une majorité de chiites en Irak. Si on dit, il faut un pouvoir, pour nous, le reste, à la limite, on s'en fout, excusez-moi de parler, mais je vous dis comment il raisonne. Il faut un pouvoir chiite pour en Irak, c'est tout, parce qu'on ne peut pas, voilà, Saddam Hussein était 8 ans de guerre, on veut un pouvoir chiite ami en Irak, c'est tout. Voilà, donc ils tiennent avant tout à ce pouvoir chiite bien fragile en Irak. Donc, ils sont les seuls de la région à le soutenir, on comprend pourquoi, hein, le seul à soutenir. Quand Daesh, effectivement, a percé en Irak durant l'été 2014, pour eux, c'était une catastrophe absolue. Hein, parce que c'est-à-dire, il faut savoir que Daesh est arrivé près de Bagdad. Donc il y avait l'idée que tout d'un coup une décomposition de l'État irakien. Donc imaginez-vous, vous êtes en Iran, vous perdez votre rempart hein, contre effectivement, est-ce qu'un nouveau Saddam Hussein peut pas arriver? On ne sait pas ce qui peut se passer dans la région. Deuxièmement, il faut savoir, effectivement, on n'a pas trop parlé, mais Daesh, là on découvre malheureusement, mais Daesh, c'est même pas, pour les Iraniens, ils n'appellent pas religieux, ils n'appellent pas musulmans, ils disent Efrati, ça veut dire extrémiste. Pour eux, c'est pas de la religion. Donc Daesh rencontre les éléments de Daesh quand ils sont arrivés bon, ils faisaient déjà avec les Alaouites, ils rencontrent en Syrie, mais je sais pas, vous savez, les massacres. Je veux dire, voilà, il faut savoir, nous, on voit ça, vous savez, quand on n'est pas sur place, on voit ça dans la presse, ils ont massacré, je crois, 1700 soldats chiites en une ou deux journées. 1700 soldats, des jeunes qui étaient engagés, qui n'avaient rien de dangereux. Ils ont mis des bombes chez les quartiers, chez les civils, hein, à Bagdad, quasiment toutes les semaines depuis 2 ans. Donc ils tuent indifféremment femmes, enfants, ils mettent des bombes partout, ils peuvent tuer des gens. Donc les chiites, pour eux, il faut les tuer. Donc quand vous avez ce type de pouvoir, et là, quand j'entends dire des gens, l'Iran va envahir la région, il y a eu une peur, panique, hein, même des dirigeants iraniens, de dire voilà notre allié principal. Donc il y avait le feu à la maison, donc ils ont effectivement envoyé des forces, s'ils n'avaient pas été là, hein, c'est de dire c'est les méchants, s'ils n'avaient pas été là, je me demande où on en serait aujourd'hui. Imaginez Daesh qui arrive à Bagdad, qui développe ça. Donc les Iraniens, on peut leur tirer le fier sur l'aile, c'est pas politiquement correct de le dire, ils n'auraient pas été là, ils ont stoppé Daesh en Irak. Alors ce qu'ils font effectivement, ils sont face à un problème qui est que dans l'idéologie de Daesh dit, hein, il y a toute une idéologie qui dit on est envahi par les Iraniens depuis la chute de Saddam Hussein, donc on se bat contre l'envahisseur iranien. Donc les Iraniens savent très bien qu'ils ne peuvent pas envoyer des troupes, ça les démange. Hein. Envoyer des troupes en Irak, parce qu'effectivement, là, le discours consistant à dire l'envahissement de l'Iran par l'Irak trouvera une réalité. Par contre, ce qu'ils ont fait, c'est donc ils ont une brigade, une unité d'intervention extérieure qui s'appelle Al-Quds, qui est dirigée par quelqu'un qui est très très populaire en Iran, qui s'appelle le général Soleimani, c'est aussi une rupture dans la communication iranienne. D'habitude, les passes d'Aran, on ne les connaît pas. Et là, Soleimani, vous avez sa photo partout. Pourquoi il y a sa photo partout? Je pense que le régime, qui est loin d'être bête, a compris qu'il avait là une personnalité qui peut jouer pour assurer sa légitimité. Et d'un autre côté, les gens lui sont redevables. Les gens lui sont redevables à Soleimani. Je pense que j'ai lu un article très intéressant en Iran, il mettait Zarif et Soleimani au même point. Soleimani les a sauvés de Daesh. Donc Soleimani, qu'est-ce qu'ils font avec des conseillers? Ils organisent la résistance contre Daesh en s'appuyant effectivement sur les milices chiites en Irak. Mais ça, le problème, disons, c'est qu'ils ne peuvent pas envoyer l'armée. Donc, il y a des alliances avec les Kurdes, parce que les Kurdes également, les anciens partis kurdes ont lutté contre Saddam Hussein, etc. En Syrie, c'est un peu la même problématique. Ils envoient des conseillers, ils savent qu'ils ne peuvent pas vraiment envoyer l'armée, alors ils envoient un certain nombre de conseillers. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont de plus en plus de morts, hein, régulièrement,
se battent en Syrie. Donc l'idée, c'est qu'on organise la résistance. La principale raison, et je pense qu'ils ne mentent pas, la principale raison, il se passerait d'avoir des morts en Irak en Syrie. La principale raison de leur présence militaire en Irak et en Syrie, c'est lutter contre Daesh et Al-Nusra et Al-Qaïda. Et donc, mais l'idée, c'est que pour répondre à votre question, ils ne peuvent pas envoyer l'armée. Je crois qu'ils ont fait une mission avec des avions, mais ils ne peuvent pas envoyer l'armée du fait que là, effectivement, ça pourrait déclencher une guerre sunnite. Donc, ils sont très bien conscients du problème. Alors, j'aimerais apporter aussi quelques éléments supplémentaires et quelques nuances, notamment par rapport à la notion d'arc chiite, qui avait été évoquée par le prince Abdallah de Jordanie en 2004 lors d'un entretien au journal Washington Post en décembre 2004, plus exactement. Et il avait évoqué rapidement cette notion avant de revenir sur cette notion en disant qu'elle était trop simpliste. Et elle est trop simpliste, mais pas parce qu'il y a une majorité de chiites, que ce soit en Syrie, en Irak ou bien en Iran, qu'il est possible qu'il y ait des liens forcément d'amitié forte. Il y a eu d'ailleurs, et c'est là où il est important de noter, des liens très forts pendant la guerre Iran-Irak entre l'Iran, la République islamique d'Iran et la Syrie, qui avait à l'époque fait un intérêt à soutenir la République islamique d'Iran. Et d'ailleurs, c'était un des rares pays arabes à soutenir avec, jusqu'à un certain temps, l'Algérie et la Libye. Puis ensuite, il y a eu un basculement. L'Iran, donc la République islamique d'Iran dans son contexte, l'Irak. Et cette notion d'archive a souvent ensuite été mise en avant, notamment par les néoconservateurs américains et puis par certains États du Golfe, pour justifier une guerre confessionnelle, comme c'est le cas aujourd'hui au Yémen, en disant que la problématique qui se pose pour les Haïdites, d'ailleurs, qui sont plutôt proches des sunnites, parce qu'ils reconnaissent les califes alors que dans le chiisme, ils les exècrent, que cette problématique-là est une problématique religieuse. Donc, le nuancer de propos, on ne va pas rentrer là dans le détail, mais voilà, c'est un élément qui est important de noter. Les liens existants entre les Kurdes et les Iraniens lors de la tentative de la prise d'Erbil par l'État islamique, les frappes de la coalition et l'intervention directe des forces Quds directement sur le terrain ont permis de stopper l'État islamique de Daesh et de mettre en déroute justement l'État islamique lors de cette offensive. Les Occidentaux notamment avaient des intérêts pétroliers parce qu'il faut savoir qu'à Erbil, il y a une grande base américaine déjà d'écoute de renseignements, notamment une israélienne, mais il y a également des intérêts pétroliers très nombreux, russes aussi d'ailleurs. Et les Kurdes ont demandé le soutien des forces iraniennes. Donc ça, c'était une intervention directe. Ensuite, en Syrie, des troupes Quds agissent et également des troupes du Hezbollah. Hezbollah, il faut savoir que normalement, il y a une carte qui a été donnée, qui peut être intéressante, de projeter, c'est que le Hezbollah a un intérêt à garder en Syrie un soutien, d'accord, parce que le Hezbollah est au sein de l'État libanais, que le Hezbollah représente l'entité, en l'occurrence le parti de la résistance face à Israël, et que la République islamique d'Iran soutient directement le Hezbollah, le soutenait par son partenaire syrien, et qu'une chute du régime syrien, et c'est aussi ce qui est stratégique pour la République islamique d'Iran, signifierait une catastrophe et la fin de la possibilité d'utilisation de ce que l'on appelle un proxy, donc un parti ou bien un allié capable de faire peser une pression sur Israël, par exemple. Donc, le lien existant entre la République islamique d'Iran et la Syrie est important, à la fois au niveau du renseignement. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un accord de défense stratégique qui a été signé entre la République islamique d'Iran et la République arabe syrienne en mars 2015, et qui est entré en application en juin 2015, et que, par ailleurs, ça a été signalé dans les médias il y a quelques temps, ce sont les forces spéciales iraniennes qui protègent la famille du président Assad, ainsi qu'une grande partie de sa garde prétorienne, liée aux Iraniens. Enfin, rapidement, la carte n'est toujours pas là, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que, comme l'a dit Thierry, l'Iran représentait et avait pour principale menace, ou avait justement la carte, c'est la carte, donc vous êtes un peu en retard, c'est la carte sur la Syrie, en l'occurrence Daesh et les forces de présence en Syrie. Et l'autre carte, si vous pouvez revenir sur la carte qui représente l'Iran dans son environnement régional, vous avez l'Afghanistan et l'Irak, donc 2001 et 2003, qui ont représenté dans la région du Moyen-Orient deux points nodaux. En l'occurrence, l'Afghanistan, lorsqu'il y a eu les attentats du 11 septembre et l'intervention directe américaine,
À l'époque, on appelait l'Afghanistan et l'Irak les deux murs sunnites. C'est-à-dire qu'il y avait d'un côté l'Irak de Saddam Hussein et de l'autre côté, il y avait les talibans. Les talibans qui sont foncièrement anti-chiites. Et l'intervention de 2001 des forces américaines en Afghanistan, qui ont balayé le régime des talibans, puis ensuite en Irak, la chute de Saddam Hussein, a laissé les mains libres à la République islamique d'Iran pour pouvoir agir dans son environnement régional. Et du coup, dorénavant, la République islamique d'Iran agit directement en Afghanistan par le biais du soutien à la fois des chiites, mais aussi en multipliant ses cartes, en l'occurrence en soutenant des sunnites, des pashtuns, des tribus locales, et de l'autre côté, en Irak, en agissant directement ou indirectement par le biais de soutien militaire, politique et financier avec des partis irakiens. Je laisse très brièvement, pardon. Juste deux petites remarques qui vont être l'objet de débats et de querelles, mais on fera ça en dehors d'ici. Une première chose, vous dites que les zaïdites qui sont au Yémen, donc les houthistes, ne sont plus proches des sunnites que les chiites. Moi je conteste ça, ce sont des chiites qui attendent, qui croient au 7e imam, qui attendent le 7e imam. Ce sont vraiment des chiites. Et la deuxième remarque, vous me dites qu'il n'y a pas d'arc chiite sur le strict, j'ai bien entendu votre argumentaire qui est sunnite, mais dites-moi quel pays sunnite qui soutient les chiites. Alors, par rapport aux zaïdites, il faut savoir que Allah Ben Saleh, par exemple, qui était l'ancien chef d'État du Yémen et qui est un imam des zaïdites, non, il est zaïdite, les zaïdites, et en l'occurrence, le zaïdisme a cette particularité, c'est qu'elle croit en Imam Ali, mais qu'elle reconnaît le calife sunnite de l'islam, chose que les duodécimains chiites et septicimains ne reconnaissent pas du tout. En l'occurrence, il y a un grand conflit avec la succession d'avoir été Bonsoir à tous, et je voulais tout d'abord remercier messieurs Kobil, Chabi et Louis d'être venus jusqu'ici ce soir et d'avoir participé à cette table ronde. Je pense qu'on peut encore les applaudir. Je vous remercie enfin tous d'être venus ce soir pour cette belle conférence et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres aventures. Bonne soirée à tous. Et bien évidemment, on remercie notre partenaire Mazar qui nous soutient dans toutes les conférences.